Et donc, on embraye, on embraye avec justement, et on va rester sur l'IA avec, et on va se demander comment l'IA transforme concrètement le travail des veilleurs avec Michael Réau de Sindup et Frédéric Martinet d'Actuligence. Alors, s'ils sont pas loin, ils vont apparaître. Bonjour, Michael. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous les deux. Bon, alors vous voyez, on a planté le décor. Vous allez peut-être réagir à ce qui a été dit, mais on fera peut-être ça dans un deuxième temps, puisqu'on a quand même beaucoup. Enfin, là, on a fait un petit peu d'anticipatif. On va dire que l'essor de l'IA et de l'IA générative, donc ça finalement, ça bouscule en tout cas, et ça attire l'attention sur le marché de la veille, mais c'est pas non plus une révolution à ce point. En tout cas, voilà, je voulais avoir avec vous votre retour, votre témoignage, et votre avis, votre point de vue sur l'impact concret de l'IA sur les plateformes de veille et sur le travail des veilleurs. Alors, peut-être Frédéric, on commence avec. Du coup, moi, j'ai essayé de vous préparer une petite présentation un peu formelle. Je vais essayer d'être le plus succinct possible et d'aller à l'essentiel, sachant que la présentation, je ne balayerai pas tout. Donc, je vais partager mon écran. Hein. Ça marche. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, que je serai là pour les prendre, les sélectionner et je les prendrai au fur et à mesure si. Est-ce que vous voyez mon écran là du coup? Oui. Allez, super. Donc aujourd'hui, je vais essayer de balayer un peu les apports de l'IA sur la veille. Actigence, c'est une société de conseil spécialisée en services et conseil en intelligence économique et veille stratégique, veille concurrentielle. On existe depuis 2009 et on accompagne les entreprises sur les évolutions de leur système de veille, de la conception, formalisation, la sélection de leur outil de veille, leur déploiement, la formation des équipes et ensuite sur le cycle de vie de leur système de veille, y compris sur de l'exploitation au quotidien. On fait de la veille pour certains de nos clients qui ont voulu travailler avec nous sur ces aspects-là. On est basé à Toulouse, au nord de Fronton. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 collaborateurs, moi, une responsable administrative et commerciale, et 5 chargés de veille. On travaille en 5 langues différentes, le portugais, l'espagnol, le français, l'anglais et le chinois. On a des références principalement dans le secteur de la pharma, de l'aéronautique et de la construction, sur lesquelles on assure de la veille quotidienne, des analyses et sur lesquelles on a souvent déployé ou fait évoluer les systèmes de veille. Pour toutes les questions, il y a mes coordonnées en fin de support. Donc, je vais aborder 4 aspects sur l'IA au service de la veille, la productivité, le droit d'auteur, l'intégration et le modèle économique qu'il y a derrière l'IA. Donc, les images que vous voyez ont toutes des images qui respectent le droit d'auteur puisqu'elles ont été générées avec ChatGPT. L'idée, c'était de vous montrer aussi ce qu'on pouvait faire sur cet aspect-là à travers la présentation. Donc, sur la veille internationale, l'IA aujourd'hui permet la traduction de documents collectés qui va permettre une compréhension plus rapide des sujets clés. Il n'y a pas des gros progrès aujourd'hui sur l'IA et la traduction à la volée. En fait, les outils de traduction, c'était des choses qui marchaient plutôt bien. On a un léger gain sur ces outils par rapport à ce qu'il y avait sur le marché, mais il n'y a pas un gap colossal et un apport colossal de l'IA sur la traduction automatique. Ça permet l'IA intégrée dans des processus de veille stratégique, de gagner du temps et d'envisager plus facilement d'aller faire de la veille internationale. Quel est l'intérêt de l'IA pour la traduction? C'est que les LLM ne vont pas juste être capables de faire de la traduction. C'est-à-dire que quand vous allez les intégrer dans un processus, un logiciel de veille ou autre, ils vont savoir faire de la traduction, mais ils vont aussi savoir faire tout un tas d'autres choses. Et c'est là où le gain d'un outil d'IA sur la veille, en dehors des outils de traduction, c'est qu'on a un point d'accès qui va faire de la traduction, du résumé, de l'analyse et des choses de ce type-là, avec un seul outil qu'on va pouvoir paramétrer. Ça a été dit tout à l'heure, la traduction, la compréhension par l'IA, c'est pas encore quelque chose de parfait. On peut avoir des contresens, on peut avoir des erreurs d'interprétation, des gros gaps
liées à la compréhension des différences culturelles et des subtilités de langage, puisque les IA aujourd'hui, comme beaucoup de logiciels, font face à une masse considérable d'informations en anglais et à moins d'informations en général accessibles dans d'autres langues. Enfin, on a quand même pas mal d'informations en espagnol aussi, mais du coup, ça entraîne, dès l'entraînement des IA, un biais sur la compréhension et la capacité à traiter certaines langues. En termes de synthèse d'informations, si on a des corpus d'informations, de documents qui sont cohérents, qui sont propres, validés par les IA, ça va permettre à l'IA d'avoir un gain de temps élevé pour extraire des points clés et faciliter des tâches préalables à une analyse. Avec des interrogations successives, on va pouvoir facilement enchaîner les prompts et améliorer le niveau d'analyse, cibler, faire un focus sur un secteur d'activité, faire un focus sur une problématique en allant très vite. Le problème, c'est qu'on va mettre de la distance et de la perte de détails par rapport à l'information originale. Donc, en fait, ça peut aussi augmenter le risque d'erreur d'interprétation qu'on va avoir d'une information en mettant trop de distance par rapport à l'information originale. La synthèse d'informations par le veilleur va permettre à ce dernier d'entraîner son intelligence humaine, de développer des connaissances et des compétences et de comprendre le non explicite. Or, si on confie toutes ces synthèses d'informations à des IA, le problème, c'est qu'on a aussi une perte de capacité, une perte de connaissances sur les personnels veilleurs ou professionnels de l'information. Donc, il ne faut pas s'imaginer que se reposer entièrement sur l'IA, c'est un choix qui est neutre, parce que ça appauvrit la connaissance des salariés et des professionnels de l'information. Quelle aide à l'analyse, regroupement d'informations, classification, ça va permettre de traiter un volume beaucoup plus élevé de documents et de limiter les biais liés à la sélection. Un humain qui travaille sur une thématique va faire une sélection drastique des informations qu'il va devoir digérer parce qu'il a une capacité limitée à les digérer. Donc, on a un biais au début de la démarche du veilleur qui est lié à la sélection d'informations. L'IA va introduire des biais dans son processus d'une façon ou d'une autre, mais par contre, sur la sélection, il est vrai qu'on peut se permettre d'être beaucoup plus large parce que l'IA va avoir cette capacité à digérer rapidement de forts volumes. Les IA ont tendance quand même à, en général, faire ressortir les signaux forts. Pourquoi? Parce que plus on répète une information dans un corpus documentaire, plus le poids va être important pour la personne qui est soumise à cette information et l'IA y compris. C'est un peu, le syndrome de la publicité. Plus vous voyez une publicité, plus vous allez penser à acheter ce produit-là. Pour les IA, c'est le même. Plus elles voient une information revenir dans un corpus documentaire, plus elles vont considérer que c'est important. Du coup, on a une tendance à gommer les signaux faibles. Donc, pour aller chercher du signal faible, il va falloir orienter l'IA et aller vraiment chercher des signaux dissonants ou émergents avec des prompts spécifiques. Je vais passer un petit peu. La partie sur le droit d'auteur. Les veilleurs le savent, on a une problématique forte autour du droit d'auteur, respecter le droit d'auteur dans la veille, générer des résumés, avoir des images qui n'appartiennent à personne. Ça fait un petit moment que les veilleurs ne font plus des résumés à la main. Maintenant, on se repose soit sur du copier-coller d'abstract, soit sur une synthèse très rapide, soit sur des outils de résumé automatique. L'IA va permettre d'être plus compliant avec le droit d'auteur en permettant de générer des images, en permettant de réécrire, de synthétiser de façon beaucoup plus rapide et donc en intégrant ces fonctionnalités en plus des fonctionnalités de traduction ou autres à des logiciels de veille ou d'IA, des logiciels de veille ou de traitement de l'information, on va plus facilement parvenir à être compliant avec le droit d'auteur. Par exemple, ici, j'ai généré un visuel sur une problématique de matériaux de construction basés sur des matériaux bio. Je vais juste demander de me générer une image sur des matériaux d'isolation bio-based, dont les mousses, les aérogels, les fibres de bois, etc.
La jurisprudence et la législation sur l'IA, malheureusement, et le droit d'auteur, ou malheureusement, heureusement, vont évoluer. On s'aperçoit que de plus en plus, il y a un débat très fort sur le droit qu'ont les IA d'indexer certaines bases de données, certains sites web, pour se servir des contenus originaux. Aujourd'hui, il y a un vrai débat là-dessus. En quoi une image est originale? Est-ce qu'il y a une création humaine? Est-ce qu'une image générée par l'IA est une image protégée par le droit d'auteur? Ou est-ce que les images ayant servi à générer cette image-là doivent être protégées? Donc, c'est un vrai débat aujourd'hui. Il y a de plus en plus de procès en cours aux États-Unis sur le sujet et ailleurs. Je vous ai mis quelques abstracts des procès en cours. Le problème de ces procès-là, c'est qu'à un moment donné, ceux qui produisent du contenu à valeur ajoutée, à valeur rédactionnelle, risquent de dire non, n'entraînez pas nos IA là-dessus. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester des personnes qui génèrent du contenu publicitaire, marketing, promotionnel ou à faible valeur. Et du coup, les IA risquent à terme, avec un développement de la protection du droit d'auteur étendu à l'IA, d'avoir finalement à l'intérieur plus que des contenus à faible valeur ajoutée. Et ça risque de donner des résultats plutôt mauvais. Il n'y a pas de secret. Si on met du mauvais contenu à l'intérieur d'un algorithme, il y a peu de chances qu'il en ressorte quelque chose d'intéressant. La problématique d'intégration, c'est que dans les logiciels de veille actuels du marché, Seekeasy, Curebot, SendUp, Ami, KBCrawl, quand ils ont été développés, la plupart d'entre eux, l'IA n'existait peu ou pas, ou en tout cas ne permettait pas d'accéder à des LLM facilement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces logiciels ont intégré partiellement, comme ils pouvaient, une partie d'IA sur certaines fonctions. Ce n'est pas toujours facile de s'interfacer correctement avec une IA dans son logiciel de veille actuel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de veilleurs aujourd'hui qui en sont à faire du copier-coller dans un chat GPT pour réinjecter dans leur logiciel de veille. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des outils intégrés de traduction, pas forcément d'IA dans les logiciels de veille, et des outils de synthèse ou de résumé, mais on n'a encore pas beaucoup de choses qui sont flagrantes sur la partie analyse. Et par ailleurs, souvent, les éditeurs vont choisir une IA et ne vont pas choisir de vous donner accès au modèle LLM ou à l'IA que vous souhaitez utiliser. Ça veut dire qu'il va y avoir un doublon de coûts. Si je prends une société, chez mes clients, ils vont travailler sur Copilot, mais ils vont payer des licences pour ça. Mais dans leur logiciel de veille, on va leur intégrer un coût de licence qui va être un autre coût, qui est celui de la licence que l'éditeur a choisi. Par ailleurs, il y a la question de la confidentialité. Qu'est-ce qu'on peut faire sortir en termes d'informations de la plateforme? Je finirai par un dernier point sur le business model de l'IA. Depuis que le web existe, il n'y a pas de secret. Les business models gratuits évoluent vers du freemium, ensuite vers du premium, ensuite vers du commercial où la société met la clé sous la porte. Avec l'IA, c'est d'autant plus flagrant qu'on est sur des technologies qui ont un coût de stockage d'énergie et de marche en avant à l'innovation qui vont être lourds et qui vont devoir rapidement trouver leur business model. On le voit déjà, tous les grands commercialisateurs et développeurs de modèles LLM d'IA sont en train d'annoncer des augmentations de prix. Le souci, c'est que quand vous commencez à travailler avec une IA, quand vous commencez à l'intégrer dans vos processus métiers, à se coupler sur leurs API, le coût que vous avez aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va devenir demain. C'est globalement une des problématiques fortes d'ailleurs du SaaS et des fonctionnements en API, c'est qu'on construit des hypothèses de travail, de rentabilité et de productivité, de gains de productivité qui sont à un instant T, ne tiennent pas forcément compte des coûts d'augmentation. Se dire aujourd'hui qu'on va économiser du temps de travail d'un salarié pour se reposer dans l'IA, c'est sur l'IA et automatiser des tâches ou faire gagner du temps, c'est sans doute vrai. Peut-être que demain, en fonction de l'augmentation des coûts, des contraintes réglementaires sur l'écologie et sur les optimisations d'énergie, de consommation d'énergie de ces outils-là, on aura des contraintes financières liées aux licences d'IA qui ne seront peut-être pas les mêmes. Voilà, j'ai essayé de parcourir ces points rapidement. Je mettrai bien évidemment les slides à disposition. Et puis de toute façon, je vais laisser la parole à Michael. Et ensuite, on aura une petite partie échange
sur la suite de la conférence. Oui, alors juste une précision. Tu parlais, Frédéric, de l'augmentation des coûts liés à l'IA, etc. J'ai vu passer une étude de Gartner qui disait que l'IA et l'IA générative entraînaient évidemment une augmentation rapide de la consommation d'électricité et que les prévisions, ça faisait état d'une croissance assez folle de la consommation énergétique et dans les années à venir, et qu'en conséquence, il y aurait la moitié des data centers qui seraient utilisés pour ces charges de travail liées à l'IA, qui seraient limitées sur le plan opérationnel par le manque de disponibilité de l'énergie et par la hausse du coût de l'énergie, donc qui reporterait évidemment, c'est en cascade en fait, hein, les coûts de l'énergie augmentant. C'est très clair, et ce n'est pas que le prix de l'énergie, c'est des contraintes réglementaires pour appliquer des tarifs énergétiques à ces sociétés-là qui vont être différents. Ça a commencé avec le Bitcoin, ces problématiques énergétiques. Des pays se sont engagés pour accueillir des fermes à Bitcoin. On s'est aperçu que ça consommait beaucoup. Aujourd'hui, il y a une marche en arrière réglementaire, à la fois sur les data centers et à la fois sur les taxes et les charges locales qui vont peser sur ces secteurs d'activité-là, avec des tarifications différentes, mais aussi des contraintes à l'optimisation de l'énergie ou à mettre en place eux-mêmes des Power Purchase Agreements avec des sociétés de fournisseurs d'énergie qui ont de l'énergie renouvelable à prêter, à fournir, à revendre. Mais concrètement, il ne faut pas s'attendre à une baisse des coûts. Moi, mes clients qui ont commencé à travailler sur des copilotes ou autres, quand ils ont eu les coûts qui leur étaient annoncés à un niveau global, ils ont pris peur. Et aujourd'hui, ChatGPT et toutes les autres sociétés qui commercialisent des LLM, qui commencent à bien fonctionner sur le marché, annoncent des hausses de coûts déjà énormes, de 10%, 15%, juste sur une année de fonctionnement en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On y reviendra peut-être juste après. Pardon, Michael, vous avez un aparté sur les coûts. Donc, du côté de SynDup, quel est le point de vue autour sur l'IA et ses apports? Est-ce que vous voyez bien la slide s'afficher? Oui. Parfait. Donc, Michael Réau, je suis le fondateur de SynDup, plateforme de veille stratégique et collaborative. On anime aussi un centre de formation pour la montée en puissance des compétences et des dispositifs. Et la culture de l'intelligence artificielle chez SynDup, elle est dans l'ADN, puisqu'il y a à peu près 20 ans, on élaborait déjà les premiers algorithmes de machine learning pour la fonctionnalité Filter Live de la plateforme SynDup. Et en 2016, on a organisé un Veille Connect à Montréal, au cours duquel on invitait Stéphane Amarcy, qui est mathématicien et entrepreneur qui a déployé pendant 20 ans de nombreuses solutions d'IA dans le monde. Et il présentait son livre « Mon directeur marketing sera un algorithme. L'IA remplacera-t-elle les marketeurs ?» Donc la question était déjà posée en 2016. Et en 2017, je publiais un article sur Madines, Intelligence artificielle, de l'automatisation à la cohabitation. Et la cohabitation, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. On est presque au rapport avec un nouveau collaborateur, en tout cas dans l'imaginaire et la façon dont l'IA générative est présentée, ça ressemble de plus en plus à ça sur le plan managérial et de gestion des compétences. Donc tout ça pour dire que la culture de l'IA, on l'a chez SynDup depuis longtemps, qu'on n'a pas été surpris par la montée en puissance de l'IA. En revanche, l'arrivée de l'IA générative a déclenché une accélération de l'adoption avec une puissance financière mobilisée considérable qui change la donne. C'est-à-dire que c'est vraiment la puissance financière, la puissance de calcul et le fait de passer en mode génératif et donc ouvrant à des fonctionnalités aussi plus grand public, un peu moins réservées aux développeurs, qui est un point de rupture technologique. Et face à l'ampleur du phénomène que ça représente, on a décidé deux choses. Lancer d'abord un programme en open innovation, donc qui tourne depuis déjà quelques mois et dans lequel on a d'abord présenté tous les travaux que l'on a réalisés depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et l'objectif, c'était de l'élargir à un maximum d'interactions avec des partenaires, des clients,
dans le public, dans le privé, parce que on sait que c'est pas quelque chose qui va s'explorer en termes de cas d'usage et se valider en termes de création de valeur tout seul dans notre coin. Il fallait pouvoir être vraiment dans des logiques d'interaction. Donc le programme a été lancé, et puis pour s'entourer d'un panel d'experts pluridisciplinaires de façon à aborder l'enjeu que représente l'IA générative de façon complète sur les dimensions sociales, sociétales, technologiques et environnementales. Et bien donc on a constitué ce conseil scientifique consultatif avec des personnes donc, qui représentent ces différents horizons, à qui on a demandé un premier travail collectif qui a été de réaliser une charte pour l'IA éthique et responsable, qui est enfin sortie, parce que ça a été un gros travail. Donc on les remercie pour le temps qu'ils y ont consacré. C'est désormais en ligne. On va d'ailleurs communiquer cet après-midi dessus. Mais si vous allez sur syndup.ai, donc le site internet dédié au programme Open Innovation, déjà vous retrouverez l'onglet charte. Donc là, on est sur une slide très sommaire et je ne vais pas parcourir les 8 points clés qui ont été mis en exergue. Ce qui est intéressant, c'est à la fois les 8 points, leur descriptif, mais aussi toute la documentation qui est présentée pour étayer la charte, qui est un peu un état de l'art, une vision 360 degrés des tenants et des aboutissants. Et donc cette charte, on l'adopte chez Syndup un peu comme ligne de conduite pour la roadmap, les expérimentations, les évolutions de toutes les fonctionnalités que l'on va proposer. Et il en ressort à la fois des bénéfices et des risques vis-à-vis de l'IA générative. Il y en a déjà beaucoup dans votre introduction avec Fabien, Eric et la présentation de Frédéric qui ont été abordés. On ne va pas les détailler maintenant, mais notamment sur le plan environnemental, social, économique, des enjeux de souveraineté numérique, de fiabilité de l'information, de qualité parfois, et puis également de perte de compétences, comme le disait également Frédéric. Et d'un autre, on a des bénéfices qui sont indiscutables sur les gains de productivité, mais ce n'est pas systématique, c'est en utilisant bien l'IA générative qu'on va pouvoir gagner véritablement en productivité sans trop perdre en fiabilité, en qualité. Donc il y a vraiment un bon équilibre, une balance à trouver. Et puis ce qu'on appelle usage for good, c'est-à-dire on s'interroge beaucoup par rapport aux risques, notamment environnementaux et sociétaux de l'IA générative, en se rappelant toujours que oui, mais il y a quand même des espoirs importants sur des usages qui pourraient être très bons sur le plan social, environnemental. Ça reste quand même beaucoup d'espoir, voire parfois de croyances. Donc, il faut être un petit peu vigilant sur tout ce qui est l'IA for good. Pour autant, il y a effectivement des pistes intéressantes à explorer. Mais cette question de cibler les bons usages, c'est une des questions qu'on doit se poser, y compris dans notre manière de l'utiliser professionnellement et dans le cadre de la veille. Donc, c'est à la fois à quoi on veut affecter les gains de productivité, quel usage on veut en faire, et quel usage également, pour quel motif on va utiliser l'IA générative quand on prend en considération toutes les externalités qu'elle comporte. Donc, il y a vraiment un arbitrage cas d'usage par cas d'usage qu'il faut savoir faire. On va annoncer les résultats du sondage qui tournait depuis le mois de juillet. On a pratiquement une centaine de répondants sur un sondage assez consistant. Donc là, ce sont juste des échantillons de chiffres que l'on a ressortis. Je ne vais pas les détailler, juste m'intéresser au dernier. 42% des répondants sont des organisations, toute taille, tout secteur, privé et public, qui estiment être suffisamment informés sur l'ensemble des problématiques liées à l'IA. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros gap, un gros travail à faire sur la documentation, la vulgarisation des limites et des problématiques liées à l'IA. Pourquoi ? Parce qu'il y a des budgets marketing colossaux sur les
les côtés pratiques et les bénéfices. Et donc, il faut pouvoir contrebalancer justement pour pouvoir faire des choix qui soient éclairés le plus possible. Donc, ce sondage, vous allez pouvoir le retrouver prochainement. Si vous vous inscrivez sur SynDup.ai, vous recevrez par email dans quelques jours désormais le livrable avec tous les résultats du sondage sur à la fois l'expression des attentes, des besoins, des constats, des premiers retours d'expérience de pratiquement une centaine d'organisations. Et à la fois en s'appuyant sur le sondage, sur toutes les expérimentations en Open Innovation et nos propres travaux depuis 2 ans, on a un petit peu synthétisé sur SynDup.ai les principales fonctionnalités pressenties pour une plateforme de veille, comme étant celles qui, selon nous, font le plus de sens en termes de création de valeur, de praticité, et celles qui sont en surbrillance, en tout cas colorées, sont celles qui sortent encore plus du lot, parce que d'une part, les retours utilisateurs, le sondage le marque très nettement, et puis même les expérimentations valident que ce sont un petit peu les cas d'usage sur lesquels on peut assez rapidement avoir des bénéfices notables. Alors, il y a évidemment la génération de requêtes booléennes qui peut être facilitée avec l'IA générative, mais sans que ce soit pour autant une solution magique. Mais en tout cas, il y a une forte attente. Il y a beaucoup de demandes sur ce point-là. Et puis, l'autre aspect, c'est la qualification des articles dans un dossier de veille. Finalement, le temps de curation, ce temps-là, effectivement, qui peut être chronophage selon les thématiques de veille, selon le bruit qui est volontairement parfois conservé sur un dossier de veille, parce que sur certaines thématiques, on veut un peu de sérendipité, on veut pouvoir sortir de ce que l'on pressentait au moment de la mise en place de la veille, et donc ça nécessite de s'autoriser un petit peu de bruit. Et donc le travail de fouille d'informations pour trouver ce qu'on appelle des pépites informationnelles qui sont porteuses de valeur peut effectivement être clairement optimisé en termes de productivité. Donc voilà les 2 premières fonctionnalités. Une autre que je vais citer comme exemple, c'est la génération de newsletters automatiques et de synthèse générée avec de l'IA générative. Là, dans les expérimentations, on arrive à faire des choses qui sont effectivement très intéressantes, mais avec un certain nombre de limites et de warnings. Donc, on ne recommande pas du tout automatique, loin de là, mais il peut y avoir un vrai gain de productivité. Et pour finir, le module bibliothèque de modèles de prompt que l'on est en train de développer dans la plateforme SynDup répond là aussi à une forte attente. Notre positionnement va être de donner la main à nos utilisateurs pour choisir quels sont les modèles qu'ils utilisent et parfois sur un même projet de veille, pouvoir exploiter différents modèles. Certains modèles vont être dits souverains, c'est-à-dire hébergés sur nos infrastructures. D'autres vont être des grands modèles du marché. Pourquoi on veut laisser cette possibilité de choisir? C'est que quand on va être sur des modèles souverains, ce sont des modèles plus petits et les cas d'usage ne sont pas du tout les mêmes que les grands modèles en mode cloud du marché. OpenAI aujourd'hui a une puissance de feu qui est incomparable avec tout modèle que n'importe quel éditeur de logiciels souhaiterait héberger sur ses infrastructures. Donc, il faut qu'on puisse laisser la possibilité à nos clients d'arbitrer en fonction des éléments de la charte de l'IA éthique et responsable, en fonction de leurs propres arbitrages. Nous, on va se positionner dans un devoir de conseil. Et donc, cette bibliothèque va permettre de pouvoir gérer un petit peu toutes les configurations possibles. Et puis, pour terminer, je vous évoque rapidement quelques exemples de retour avec des chiffres clés que je trouve assez parlants, assez intéressants. On a UM6P qui fait partie du programme Open Innovation et qui a mené une expérimentation qui fait l'objet d'une petite capsule vidéo. Donc, si vous vous inscrivez sur syndup.ai, vous allez recevoir toutes les capsules vidéo au fur et à mesure des retours d'expérience. Et ils ont réussi à diviser par 2 un temps de curation sur une veille, sur une thématique nouvelle, donc un champ d'exploration assez large, avec plus de 16 000 articles par semaine à traiter.
Et donc, les chiffres en termes d'appréciation qualitative sont plutôt positifs, puisqu'on a demandé à l'utilisatrice d'attribuer une note sur 5 aux informations que l'on a comparé avec la note automatique de l'IA, et on arrive à une moyenne de 0,58 points d'écart. Donc très très proche de ce que l'utilisatrice aurait fait manuellement en temps normal. Donc la qualité n'est pas perdue, d'autant plus que les écarts qui pèsent dans cette moyenne de 0,58 points sont principalement portés sur les faibles notes, c'est-à-dire les articles qui sont notés à 1, 2 étoiles. C'est là qu'il y a le plus de marge d'erreur, mais de toute façon, ils ne sont pas pertinents. Donc finalement, sur les notes élevées, on a un taux qui est pas loin de 95%, 97% de précision. Et le coût est indiqué ici avec GPT-4o. On est sur $63 par mois en estimation de coût OpenAI, en l'occurrence ici, pour ce traitement-là. Donc voilà un premier retour d'expérience. On a Audioptique aussi, où là, ce que j'ai trouvé intéressant dans les chiffres, c'est de mentionner le coût de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a ici adopté une stratégie différente. On a entraîné un modèle à partir de données fournies par Audioptique, des exemples positifs, négatifs. Et donc, il y a un coût d'entraînement, ici une vingtaine de dollars. Et finalement, c'est le modèle non entraîné qui s'est révélé beaucoup plus pertinent, avec 4,58 sur 5 de précision. Et donc, on voit qu'un modèle entraîné, parfois, peut perdre en capacité à généraliser, à traiter des contenus divers et variés, et s'hyper spécialiser, et du coup devenir très bon sur des cas qui ont été donnés en exemple en amont, et finalement pas très bon sur de la découverte ensuite. Alors, peut-être qu'il aurait fallu non pas entraîner sur 500 exemples, mais sur 5000 pour que la balance change. Mais en tout cas, il y a quand même ce constat que les modèles génériques sont déjà avantagés par rapport à des modèles entraînés sur ce type d'échantillonnage. Et puis juste un dernier pour terminer. Là, on a travaillé sur de l'extraction de données structurées pour alimenter une base de données, donc avec des champs d'information, des colonnes, pour détecter toutes les innovations, les acteurs autour de la food tech. Et en traitant manuellement les articles, on était sur 2 heures de temps humain, bien à fond. Et l'équivalent avec seulement 2% de taux d'erreur a coûté 1,25 $ avec GPT-4 Turbo. Donc on voit que sur l'extraction de données structurées, il y a un gain de productivité et une marge d'erreur qui est plutôt acceptable, sachant que le GPT précédent était à 4% d'erreur sur le même exercice. Donc on a divisé par 2 le taux d'erreur au moment de la mise à jour de GPT dans le cadre de ce test. Dernier mot pour vous dire que le facteur humain nous semble être vraiment un enjeu majeur sur la prise en main de l'IA générative pour la veille. C'est pour ça qu'on a mis en place tout un programme de formation qui peut être sur 2 journées, pour être d'un côté sur comprendre, puis agir et déployer, avec un partenariat avec la structure The Next Mind créée par Stéphane Amarcy. Et donc, tout le programme est détaillé sur sindup.ai. On a aussi la possibilité de monter des conférences internes, comme on l'a fait la semaine dernière chez un de nos clients, soit à destination d'un très large public pour sensibiliser massivement dans un amphithéâtre, ou sur des enjeux beaucoup plus stratégiques, pointus, avec Comex et Codir. Et sur ce facteur humain, on pourrait se dire que c'est un petit peu un pas de côté pour parler de la fresque de la connaissance que l'on a lancé cette année, mais pas tant que ça. D'une part parce que l'IA générative est abordée dans cette animation pédagogique qui est la fresque de la connaissance et qui travaille sur les fondamentaux de l'information et de la connaissance. Et donc, revenir à ces fondamentaux, aux concepts clés, bien les positionner, ça nous semble être le bon moment de renforcer ces compétences-là et de les généraliser pour justement ne pas se laisser trop happer
par la facilité de l'IA générative et de pouvoir l'aborder plus solidement, bien enraciné sur les bons process de veille, de gestion des connaissances, de culture d'organisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis on va poursuivre les échanges et répondre aux questions s'il y en a. Oui, alors justement, il y a une question, Mickaël, sur l'une des estimations de coûts que tu présentais dans l'un de tes cas d'usage. Et est-ce que dans ce coût-là, le coût avec l'IA et le coût humain, est-ce qu'il y a du temps humain de vérification qui est inclus normalement dans l'opération, et est-ce qu'il est pris en compte dans ce calcul de coût? C'est une question. Non, non. Là, le temps de vérification, ça faisait partie de la réalisation de l'expérimentation, donc on ne l'a pas du tout pris en compte. Le temps homme qui a été indiqué, donc c'était 2 heures en l'occurrence, c'est le temps pour effectuer exactement le même travail que ce qui a été fait par ailleurs par la machine, sachant qu'on était sur un profil chevronné, donc les 2 heures peuvent être estimé à entre 2 et 3 heures pour des personnes qui ne sont pas rompues à l'exercice. D'accord. Alors, et puis, il y a un élément qui moi, m'a attiré mon attention dans l'une de tes slides, c'était qu'au niveau des risques à utiliser l'IA, il y avait cette notion de perte de compétences. Et Frédéric en parlait un petit peu aussi. Alors là, en quoi on risque une perte de compétences en utilisant l'IA? Est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi ou à ceux qui nous écoutent, tous les deux d'ailleurs? Un exemple tout bête, moi j'ai pas un sens de l'orientation très développé et j'ai été parmi les premiers utilisateurs de GPS et je ne m'en suis jamais passé depuis que le GPS existe, et je peux vous dire que mon sens de l'orientation ne s'est pas amélioré. Oui. Oui. Ok, mais ça je veux répond à dire la question. C'est-à-dire que plus on confie de tâches à la machine, plus on perd la capacité, ou en tout cas on ne muscle plus la capacité à faire cette tâche. Et ce que l'IA générative se propose de prendre en charge comme tâche en matière d'analyse de l'information, de restitution de l'analyse, de détection de signaux faibles et autres, ce sont des tâches quand même essentielles sur lesquelles c'est un effort permanent. Exercer par exemple l'esprit critique, c'est un exercice, c'est un entraînement. Quand on ne pratique plus au quotidien la veille, l'analyse, on peut un peu ramollir le muscle de l'esprit critique. Et donc il faut entretenir, et si on délègue trop demain à la machine un certain nombre de tâches, il y a un risque à la fois de perte de connaissances, de perte de savoir-faire, de capacité, de précision. Voilà, en fait, c'est relativement logique. Dans ce qu'on entend, des fois, on a un chef d'entreprise ou un analyste qui va vous dire oui, c'est mon impression, ou je pense que. On parle un peu d'avoir du nez ou le nez creux. Mais en fait, l'intuition, souvent, c'est une composition faite à partir d'informations auxquelles on a été soumise, de signaux, à la fois des choses dont on a conscience et des fois des choses dont on n'a pas conscience. Et c'est le propre de l'intelligence, c'est d'avoir un côté conscient et un côté inconscient dans lequel votre cerveau, comme les algorithmes d'IA, comme les mécanismes d'IA, LLM, va travailler les signaux auxquels vous êtes soumis, pour vous aider à prendre des décisions, à vous adapter, à apprendre, etc. Plus le veilleur va être loin de l'information, moins il va être soumis lui-même à cette information, plus il va perdre la capacité à déduire, à anticiper. Et c'est un mécanisme, en fait, on se dit, un être humain peut avoir le recul sur « Ok, je sais ça et j'ai pris cette décision parce que je pense que j'ai vu ça, etc. » Si vous demandez à l'IA, l'IA ne va pas être à même de vous expliquer
ou de comprendre, de vous expliquer son mécanisme de décision ou d'analyse. Donc, c'est ce que dit Mickaël. En fait, quand on perd la connaissance, on perd le savoir-faire, on va perdre au fur et à mesure la connaissance. Je confie le fait de me diriger, je confie le fait de résumer à une machine, je perds la capacité à moi-même le faire. Je vais prendre un autre exemple, Eric. Si je lis un livre versus je lis le résumé du livre généré par une IA générative, qu'est-ce qui va se passer dans le résultat? Qu'est-ce que je vais en ressortir dans un cas ou dans l'autre? Dans un cas, je vais avoir vécu une expérience sur le temps long et pendant ce processus de lecture, non seulement je vais avoir parcouru plein d'éléments que je ne verrai pas sur la version résumée, mais surtout, je vais créer plein de connexions neuronales. Je vais faire plein de liens, je vais croiser ce temps de lecture avec d'autres discussions qui vont venir compléter l'expérience de la lecture que je vais reprendre le soir même. Et cette expérience de la lecture, qui certes est chronophage pour lire un livre complet, va produire dans mon cerveau et va générer des connexions et des connaissances qui sont sans commune mesure avec l'autre expérience qui est de lire le résumé de ce même livre par une IA générative. Voilà, je pense que plus on va chercher à éviter le chemin pour prendre des raccourcis et arriver directement à l'arrivée, et bien finalement, on ne va pas arriver au même point. La destination. Alors maintenant, si on revient au côté un peu plus positif de l'IA et de ses apports dans la veille, alors qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'apport de l'IA, donc par exemple pour l'extraction des données, l'extraction des entités nommées, la désambiguïsation, les relations entre les éléments et la création justement de cartes relationnelles, de mapping ou de graphes? Parce que je vous dis ça parce que je dirais pas, j'ai assisté à une démo il n'y a pas longtemps justement sur une plateforme que je ne citerai pas pour l'extraction d'entités nommées et créer des relations entre elles, ben, ça marchait pas fort, alors que, soi-disant, c'était a priori au point. On parle de GeoTrend? Non. Non. Je commence. Je ne dirai pas plus en tout cas. Oui, si tu veux, je crois que en plus on est assez alignés, donc oui, vas-y. Oui, moi sur la partie extraction d'entités nommées, relationnelles, il y a des choses qui existaient quand même depuis longtemps et en traitement sémantique qui étaient assez liés à la langue. Donc on avait des analyses sémantiques qui étaient fortes dans une langue, pas forcément dans d'autres. Je l'ai dit un peu dans ma présentation, trash in, trash out. Par contre, si on met du bon résultat au démarrage, on peut avoir du bon résultat à la sortie. Et je pense que c'est un point essentiel. C'est la façon dont vous allez alimenter votre IA. Si vous essayez d'y fourrer tout à l'intérieur, ça ne va pas bien fonctionner en sortie. Si vous avez un document qui est propre, on enlève les footers, on enlève les éléments perturbateurs, etc. L'IA, comme n'importe quel autre logiciel, comme un être humain d'ailleurs, va travailler un petit peu mieux. Donc, je compare un peu ça aux logiciels de veille qui vous fournissent des packages de sources clés en main et le package de sources que vous avez construit. Vous allez sélectionner vos sources, vous savez qu'elles sont bonnes, vous allez filtrer. Si à la base, les sources d'information sont bonnes, vous savez que le résultat, il y a peu de chances qu'il soit mauvais. Si vous prenez un package de sources et vous incluez des fermes à contenu, des blogs divers et variés, des communiqués de presse automatisés, vous allez à la sortie, même si vous mettez en place un processus de traitement automatique, humain ou pas, vous avez à la sortie moins de chances d'avoir un résultat de qualité. Pour moi, ça marche bien si on a du contenu qui est propre au départ. D'accord. J'abonde, en tout cas, les tests pratiques valident le fait qu'on est sur un cas d'usage qui peut fonctionner extrêmement bien. D'accord. Bon, bah, alors, moi, je suis tombé le mauvais jour ou avec le mauvais exemple. Je ne sais pas. En tout cas, de mon côté, ça n'a pas marché du tout. Je pense, Eric, qu'il faut se poser la question sur le contenu qui alimente. Et moi, j'ai vu tourner des logiciels de spatialisation des données de relationnel sur lequel, quand on regarde le corpus documentaire qui est derrière, à la base, il est vraiment ignoble. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose qui est propre à l'arrivée. D'accord. Après, il y a le choix de la finalité. C'est-à-dire que l'extraction de données structurées fonctionne très bien. Pour générer de la carto, ça fonctionne puisque l'extraction fonctionne.
Mais à la carto, dans tout ce qu'on a pu tester, nous, sur des cas d'usage un petit peu concrets, on n'en tire pas grand-chose en version carto. Par contre, on en tire beaucoup d'enseignements dans des modes plutôt de tableaux interactifs sur lesquels on peut trier, croiser, enfin, travailler les datas finalement. Quand on fait une extraction de toutes les startups par pays, montant des levées de fonds, par étiquette sur le positionnement stratégique de la startup dans le marché, tout d'un coup, on peut faire quand même des croisements très intéressants pour voir quelles sont les tendances de marché, quels sont les cas d'usage par pays qui prennent le plus et fouiller après un petit peu plus loin pour essayer de comprendre est-ce que ce sont des questions culturelles ou réglementaires. Alors, on peut tirer des enseignements en travaillant sur des tableaux interactifs qui me semblent plus puissants que la cartographie. Je suis 100% d'accord. Mais alors vraiment, moi, sur la cartographie, je suis très perplexe sur l'utilisation. À part l'effet, waouh, c'est joli. Nous, on en revient beaucoup plus au tableau listing propre qui nous permettent de filtrer. La cartographie, à la limite, en mode exploratoire, mais qui souffre de ce biais que j'évoquais, qui est le biais du signal fort, en fait, où on ne va voir finalement que les choses qui sont évidentes. Et pour trouver la chose qui est émergente ou la start-up qui va pouvoir marcher, si vous êtes en mode cartographie, ça va avoir tendance à être noyé, voire complètement effacé de la carte. Ok. Alors, il y a un autre élément où j'aimerais avoir votre avis. Et là, Mickaël, tu en parlais aussi dans ta présentation, c'est le côté automatisation des livrables, de la création, de la diffusion. Alors, tu avais l'air d'être, bon, que ça marche, c'est en cours, mais qu'il y a encore des améliorations à venir. Est-ce qu'à un moment, on peut imaginer que les professionnels de l'information pourront simplement superviser le processus et tout laisser faire automatiquement? La question, c'est de savoir si c'est vraiment ce dont on a envie, pour les raisons un petit peu qu'on évoquait précédemment. Partant du principe que c'est ce que l'on veut faire, il y a des limites, ça dépend de la thématique de veille. Et parfois, de manière assez surprenante, parce qu'il y a quand même un petit côté boîte noire et boule de cristal dans l'IA générative. On n'est pas dans une science exacte. Et parfois, sur un même prompt, les mêmes données, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Et même en renforçant le prompt, on va avoir un vrai problème d'exhaustivité dans ce que génère comme synthèse l'IA générative. Et c'est vrai pour à peu près tous les modèles qu'on a pu tester, et on les a à peu près tous testés. Donc la fiabilité, elle n'est pas à son paroxysme. En revanche, là où je trouve que c'est intéressant, c'est quand on l'applique à des thématiques de veille que l'on n'aurait pas pu traiter en temps normal sur des sujets secondaires, pour garder un œil un petit peu sur des tendances lointaines, sur lesquelles finalement on s'autorise à être en mode dégradé. Là, je trouve que pour le coup, c'est un apport par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais sur des veilles qui sont vraiment stratégiques, au cœur de l'organisation, voilà, faut encore poser, je pense, les bonnes questions. D'accord. Peut-être votre avis aussi sur, parce qu'on en a parlé avec Fabien, sur la reconnaissance d'images, de sons, de vidéos, mais là je parle vraiment, pas uniquement les médias, mais des conférences, des flux d'événements en direct, des podcasts. Est-ce que ça, l'IA peut être d'une aide? Est-ce que ça a un intérêt selon vous? Je pense qu'il n'y a pas eu. L'IA apporte pas grand-chose à la reconnaissance de texte où il y avait des choses qui marchaient très bien en termes de reconnaissance audio et de transcription. Je n'ai pas vu un gap colossal sur la partie IA. Il n'y a qu'à voir quelques vidéos Facebook qui ont été auto-sous-titrées avec des IA, c'est absolument ignoble pour nombre d'entre elles. La qualité du son est toujours déterminante. La reconnaissance d'image, ça fait des années, même avant l'IA, que sur les logos, sur certains aspects, ça marchait. L'IA sur la reconnaissance d'image, là où ça peut être intéressant, c'est ce qu'a fait Google avec Google Captcha, c'est l'entraînement en fait. C'est la capacité qu'on va avoir à entraîner des IA sur la reconnaissance d'image, et ça peut apporter un plus.
Mais je ne suis pas convaincu de l'intérêt de l'IA. Par contre, le résumé automatique, la transcription et le résumé automatique derrière, oui. Et c'est ce que je disais un peu sur les modèles de LM. L'avantage, c'est qu'ils sont capables de faire plusieurs tâches. Alors qu'avant, vous auriez dû avoir un outil pour faire une transcription automatique et un autre outil pour faire un résumé. Aujourd'hui, vous allez avoir votre modèle LLM qui va vous faire la transcription et qui va vous faire la partie synthèse. Michael? Oui, non, je n'ai pas d'autres choses à préciser. Je suis assez aligné. D'accord. Ok. Et dernière question, parce que je vois que l'heure tourne. En ce qui concerne l'analyse, justement, l'analyse des signaux faibles, est-ce que là, on peut envisager que l'IA nous fournisse quelque chose, fasse de la prédiction, soit capable de proposer des scénarios, ou on est avec Fabien dans de la science-fiction pure et dure? Proposer des scénarios, je pense que là, on se rapproche beaucoup de l'expérience du chatbot interactif dans une logique d'exploration de scénarios. C'est-à-dire qu'on n'est même plus vraiment, je trouve, dans le cadre d'une plateforme de veille. C'est vrai que quand on teste l'IA générative en mode chatbot pour faire un brainstorming, se challenger sur une réflexion, sur des scénarios, ça peut amener à des discussions, des interactions, du moins ce ne sont pas des discussions, mais des interactions qui peuvent nourrir la réflexion. Après, que les plateformes de veille viennent faire des plans sur les comètes, sur de l'anticipation en IA générative, en fait, les utilisateurs peuvent très bien le faire, hein, puisque la façon dont aujourd'hui on a intégré dans les expérimentations l'IA générative, libre aux utilisateurs de pouvoir faire les prompts qu'ils veulent et pouvoir les utiliser un peu comme ils veulent. Donc, on peut très bien partir d'une information et demander via un prompt une extrapolation, mais la fiabilité me semble vraiment très, très discutable aujourd'hui. D'accord. Écoutez, merci. Il y a eu plein de réactions et plein de questions auxquelles Frédéric, d'ailleurs, a largement répondu dans le chat. Il a bien fait. Voilà. Et toutes les autres questions, de toute façon, je vous les transmettrai. Et puis, les gens qui nous écoutent auront vos coordonnées, pourront vous contacter de toute façon pour toutes les autres questions. Merci à tous les deux d'avoir fait cette première session ce matin. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre session sur la veille LIA ou autre chose. Organisé et animé. Mais avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Frédéric. Au revoir, Michael. Merci.